Marc Ventura, je suis kinésithérapeute à la retraite depuis 3 ans et en même temps formateur PRAP. PRAP, c'est prévention des risques à l'activité physique, ce sont des formations générales, mais PRAP 2S pour moi parce que c'est pour le santé sociale, donc essentiellement pour des soignants, des accompagnants, puisque en plus des manipulations, des manutentions d'objets, on manutentionne des personnes, ce qui implique évidemment d'autres capacités, un lien, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc ce sont des formations voilà, de soignants pour 3 jours et qui donnent un diplôme, un petit diplôme interne d'acteur PRAP avec un renouvellement qui donne une capacité supplémentaire aux gens qui l'ont fait. Alors votre livre « Aider les aidants », vous le qualifiez comment ce bouquin? C'est quoi? C'est un guide pratique? C'est un... Alors oui, je l'ai voulu vraiment comme un guide pratique puisque les aidants, et surtout les aidants familiaux, ne sont pas des professionnels, donc il n'y a pas de structure de formation vraiment pour eux. Et donc il a fallu que j'adapte les formations PRAP pour les soignants aux aidants avec un vocabulaire simple et surtout beaucoup d'illustrations, puisque là, il n'y a pas de démonstration comme dans des formations. Donc voilà, et on a trouvé une illustratrice qui a fait quand même 200 dessins à partir de photos, qui permet, voilà, en utilisant en plus un langage simple, voilà, pour en faire un vrai outil pratique. Quelle est votre expérience des aidants pour vous adresser à eux? Alors, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé en maison d'accueil spécialisée, en masse. Donc là, j'ai déjà été confronté aux familles des personnes qu'on avait là, puisque les gens en masse rentrent chez eux le week-end. Et j'ai vu la difficulté souvent des familles à s'occuper d'adultes, puisque là, il s'agit d'adultes, et notamment la souffrance physique qu'il pouvait y avoir aux manutentions, toilettes, lever, pousser les fauteuils, etc. Et dans les formations, j'ai fait des formations aussi pour des auxiliaires de vie à domicile. Et là, je me suis aperçu aussi du manque de formation qu'il pouvait y avoir, aussi bien pour les professionnels, ça change un peu, il commence à y en avoir, c'est très bien, mais pour les familles, les aidants familiaux, il n'y a rien. Et souvent, ils sont en souffrance quand on sait que les aidants familiaux, en moyenne, ont plus de 60 ans, puisqu'on considère, d'après un sondage, que je crois 54 ou 55% des gens de 60 ans ont eu ou s'occupent d'une autre personne. Donc le problème était important. Alors vous parlez de formation aux gestes, aux bonnes postures. Oui. Quand on est en formation, on a quelqu'un qui vous corrige, on peut expérimenter. Là, la difficulté pour les aidants, c'est qu'ils ont le bouquin, mais personne ne les aide. Alors comment vous avez travaillé votre livre pour essayer d'échapper à cette difficulté? Voilà, eh bien, j'ai essayé de me mettre à la place des aidants, carrément. Et bon, après j'ai des amis qui sont aussi aidants, et j'ai pu voir avec eux, discuter avec eux. Une de ces amies a voulu participer par exemple aux photos de manutention qui ont été après transcrites en dessin. Voilà, c'est un aller-retour. Et ces formations que j'ai faites au niveau de CCAS notamment, en suivant des aidants professionnels à domicile, mais en voyant aussi les rapports qu'il y a entre les professionnels et les aidants familiaux, ça m'a permis vraiment d'approfondir. J'ai essayé d'être simple. Il ne s'agit pas d'une formation PRAP, il s'agit d'un guide pratique. Dans ce livre, les gens vont peut-être prendre 2-3 actions qui les concernent. Tout le monde n'a pas un fauteuil roulant forcément à pousser, tout le monde n'a pas une toilette à faire, mais ceux qui ont ces gestes précis peuvent trouver voilà, une attitude, et surtout, voilà, je voulais insister là-dessus, comprendre ce qui se passe. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le geste se fait comme ça, pourquoi il se fait comme ça. Donc il y a des petits rappels anatomiques et physiologiques qui permettent de comprendre pourquoi, si on se penche en avant sans maintenir ses courbures, eh bien, il y a une pression très importante qui s'exerce au niveau du disque et un risque d'accident. Quels sont les accidents les plus fréquents que vous avez pu observer chez les aidants familiaux? Alors, il y en a 2 essentiellement. Ce sont évidemment les lumbagos, avec le lumbago aigu jusqu'à la sciatique, et les problèmes d'épaule.
On n'y pense pas. Le lombago, on y pense très souvent parce que c'est spectaculaire. Quand on se bloque, c'est instantané. Voilà. Les problèmes d'épaule, c'est plus long. Mais par contre, ils sont pratiquement plus invalidants. Et dans les chiffres des TMS, les troubles musculo-squelettiques, on retrouve les épaules chez les soignants et les aidants au-dessus des lombalgies. On n'y pense pas. Dès qu'on travaille un petit peu en force avec la ligne du bras au-dessus de l'épaule, on prend des risques. Donc si l'action est répétée, évidemment, l'inflammation se met. Alors c'est sourd, ça vient petit à petit. Mais au bout d'un moment, il y a des lésions. Et souvent, voilà, quand on est obligé de s'arrêter, c'est souvent 6 mois, 8 mois d'arrêt de travail. Ce qui coûte très cher aussi à tout le monde, à la société, parce qu'il faut remplacer la personne, il faut soigner. On va des fois vers une opération, vers une rééducation longue. Donc ça a un coût aussi pour la société énorme. Et il n'y a pas seulement les soignants, dans les personnels aussi hospitaliers, il y a tous les gens qui s'occupent du ménage, de la lingerie, voilà, qui sont soumis à ces tensions au niveau des épaules. Alors vous disiez que ce sont des blessures, on va dire, sournoises, parce qu'elles viennent avec le temps, avec la répétition. Et là, on est allé chez la famille Abbott pour expérimenter un peu toutes ces postures. Et ce qui nous a frappé, c'est ce qui revient souvent chez les aidants familiaux, c'est que pour eux, leur mission, quand ils accompagnent un proche, c'est d'aller jusqu'au bout de leur force. Tout à fait. Ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'à un moment, ils ne puissent plus. Ils puissent plus. Ouais. Et donc, c'est compliqué pour eux d'anticiper la blessure. C'est pas dans leur psychologie, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir mal. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la grande difficulté avec les aidants familiaux, c'est vraiment la très grande difficulté. La première, c'est de ne pas évaluer ses capacités. Puisque on est dans l'aide, on est dans le lien familial qui fait que, comme vous dites, on se donne à fond. Donc on va jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à l'accident. Et là, c'est le drame, parce que non seulement on ne peut plus aider, mais il faut soi-même se faire aider. Et il faut déléguer l'action d'aider à quelqu'un d'autre. Et là c'est souvent le drame. Donc, je me suis beaucoup interrogé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. En tout cas, il y a une première chose à faire, c'est de l'information. Dire aux gens, il y a des méthodes qui existent pour ne pas se faire mal, mais il y a aussi des gens qui peuvent vous aider. Par exemple, une ergothérapeute peut venir donner les aides matérielles nécessaires, des petits matériels qui soulagent, mais aussi se rendre compte des capacités des personnes et leur dire, là, vous devriez vous faire aider. Vous pouvez continuer à être aidant, mais peut-être que pour la toilette, il vaut mieux prendre un professionnel, que peut-être, voilà, pour cette action-là, il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre, afin de ne pas vous épuiser, de rester aidant longtemps et en bonne santé. En fait, ce qui apparaît pour les dents, c'est qu'il peut y avoir quelque part, il y a une difficulté physique qui s'impose, il y a une difficulté psychologique. Quand on a interrogé M. Abbott, très très vite, il est venu sur le terrain psychologique en disant oui, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans ce livre. Et quelque part, j'ai besoin d'un appui psychologique pour pouvoir vraiment en bénéficier totalement, parce que les deux vont de pair. On ne peut pas soigner l'un sans s'occuper de l'autre. Non, alors, ce n'est pas ma spécialité, le côté psychologique. Là, ce livre, il est sur le problème physique. Par contre, ce qui est évident, c'est que le problème psychologique va influer sur ce problème physique, énormément. La fatigue, le stress, on sait, augmente le risque de TMS de façon importante. Je l'ai vu quand je travaillais, les accidents de travail qu'on avait de personnel soignant, bien, je m'ai aperçu quand on analysait un petit peu les choses, ce que je faisais, c'est qu'ils se produisent souvent le matin, la première heure. Hein, pourquoi ? Peut-être parce que les muscles sont un peu froids aussi, mais il y a eu le stress d'arriver à l'heure, le déplacement, les enfants qui sont à l'école, les problèmes de la maison, tout est là à ce moment-là. Et l'accident arrive beaucoup plus fréquemment à ce moment-là que vers 11h ou midi ou 2h. Ce n'est pas la toilette qui fait l'accident, c'est le stress. Et le stress fait qu'on n'est pas forcément attentif au moment où on le fait à ce qu'on fait, on n'est pas présent.
Et là, on fait l'erreur et on se fait mal. En plus, le stress a la faculté d'augmenter le tonus musculaire, on le sait. Donc si on part avec un tonus musculaire déjà haut, l'effort qu'on leur fait dessus va se rajouter et on a un risque d'accident. Est-ce que vous trouvez que justement cet environnement de l'aidant, cette globalisation de sa situation, est aujourd'hui assez prise en charge par les institutions? Par exemple, on va ponctuellement dire à cet aidant en difficulté, oui, vous avez besoin peut-être d'un outil supplémentaire, mais c'est un pansement sur une jambe de bois si on ne prend pas en compte la globalité. Est-ce qu'il y a une prise de conscience vraiment de... Ça commence par rapport à ce que j'ai vu. Alors, il y a deux choses qui se passent. Par rapport, il y a une douzaine d'années, quand j'ai commencé à domicile, je m'aperçois que déjà, les matériels à domicile, ça devient fréquent. Quand j'ai commencé, je voyais des domiciles où les gens n'avaient même pas un lit médicalisé. Et l'aidant, le soignant, est obligé de faire la toilette sur un lit bas à 60 cm ou un lit large qui ne se levait pas. Voilà. Là, maintenant, ça change. Ça change. Les centres de soins à domicile exigent même d'avoir du matériel à disposition qui permet à leur personnel de se protéger. Ça change un peu. Après, quand on parle des aidants, moi je parle des aidants physiques, là, quelque part. Mais il y a toutes sortes d'aidants. Et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont aidants. Quelqu'un qui va préparer chez une personne âgée les repas et lui donner le repas, etc., c'est aussi un aidant. Quelqu'un qui s'occupe des courses, du ménage, des soins, des médicaments, des visites, c'est aussi un aidant. Voilà. C'est très, très vaste. Hein. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit qu'il y a à peu près, on ne sait pas exactement, mais entre 8 et 11 millions d'aidants en France, voilà, c'est parce que la définition de l'aidant n'est pas encore complètement sûre. Il y a une spécificité des aidants de l'Aude, parce que nous, on fait le magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut parler à tous les aidants de France en prenant des exemples dans l'Aude, ou est-ce qu'il y a une spécificité qu'on n'aurait pas décelée? Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité. À part le fait que l'Aude, je pense, au niveau démographique, est un département relativement âgé et assez rural. Donc ça implique des choses différentes par rapport aux grandes villes. Hein. La disponibilité des soins dans des zones rurales, souvent démédicalisées, peut poser problème. Hein. Voilà. Mais pour les aidants eux-mêmes, voilà, face à l'aider, les problèmes sont les mêmes. Et l'aider dans tout ça, quand on écrit un livre comme celui-là, quand on met des croquis, etc., on pense au geste de l'aidant, mais j'imagine qu'il faut penser aussi à la réaction de l'aider. Alors j'y pense, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, dans les manutentions dont je parle, je parle du confort, d'une part, et aussi de la nécessité de faire participer l'aidé à toutes les manœuvres. Qu'il puisse le faire ou pas, mais à tout moment il peut participer, ne serait-ce que par le regard. Le regard, la parole et le regard, mais le regard va aider l'aidant au geste et va diminuer son effort. Si on va demander à tourner quelqu'un dans le lit à droite, si la personne a le regard à gauche, on va forcer. Si on lui demande de regarder vers la droite, immédiatement, il y a par un système de chaîne musculaire, le corps se met en place pour tourner à droite. Et donc, non seulement on préserve l'autonomie de la personne, le peu d'autonomie qu'il peut avoir, mais aussi on soulage les mouvements qu'on a. Et l'autonomie, j'ai un petit chapitre là-dessus où j'insiste dessus, puisque le problème de l'aidant familial, comme il y a ce rapport, affectif avec la personne aidée, va souvent tendance à faire à la place d'eux. Ça part d'un très bon sentiment, sauf que en faisant comme ça, on n'entretient pas l'autonomie de la personne. Donc tout ce que la personne peut faire, elle doit le faire. Comme je dis, si la personne ne peut que porter la fourchette de là à la bouche, il faut qu'elle le fasse. Même si elle n'arrive pas à piquer, vous piquez pour elle le morceau de viande, mais ça, si elle peut le faire, il faut le laisser, parce que si vous le faites, c'est fini. En quelques jours, la faculté s'en va. On a découvert, toujours en expérimentant avec la famille Lamotte sur ce bouquin, à un moment, il nous disait j'ai pas le temps, je fais vite. Je ne peux pas prendre le temps. Oui, le geste parfait,
mais je ne suis pas assez souple pour le faire. Donc je fais à ma façon. C'est toujours mauvais à sa façon? Ou est-ce qu'ils peuvent inventer des choses? Est-ce que vous pouvez aussi vous nourrir de leur expérience? Voilà, Parce qu'on parle de l'expérience des aidants. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un geste unique, un geste idéal. Il faut s'adapter. Par exemple, si je dis que pour ramasser quelque chose au sol, il faut plier les genoux. Si on a une arthrose importante du genou, on va pouvoir le faire. Hein. Donc il faut adapter. Alors on trouve d'autres méthodes. L'essentiel, c'est que pour préserver le dos, il faut préserver les courbures. Eh bien, si on ne peut pas plier les genoux en préservant les courbures, eh bien, on va faire autrement. Alors, soit on s'aide d'un appareil, une petite pince pour agrémenter, soit à ce moment-là, eh bien, on s'assoit, par exemple, sur un tabouret et on se penche en avant pour le ramasser. On s'adapte. Il n'y a pas de geste juste pour tout le monde, mais il y a des principes qui restent. Et les principes, voilà, c'est scientifique, les principes sont là. Mais après, il faut évidemment s'adapter. Et même dans les formations pour soignants, je m'aperçois très souvent qu'il faut adapter le geste à la personne. Ou adapter le matériel aussi. Et le matériel, c'est très très important parce que maintenant, il existe vraiment des matériels très performants et relativement peu chers. Je ne suis pas pour les matériels électriques qui en mettent plein la vue, pour des petites choses simples, un drap de glisse, une planche de transfert, un petit disque ou même un verticalisateur, mais non électrique. Plus c'est simple, plus ce sera utilisé et tout le monde s'en trouvera mieux. Quelque part, on pourrait imaginer que votre bouquin, toutes les on va dire les aides à domicile devraient avoir cela dans la poche, arriver et puis travailler avec les dents ensemble pour se corriger, parce que seul c'est difficile. Seul c'est difficile, je suis d'accord. C'est pour ça que quand même la nécessité de faire des formations, elle est là. Alors quand c'est des professionnels, ça se fait maintenant quand même. Et il ne suffit pas d'énormément de temps. En une journée, on peut déjà beaucoup apprendre de choses. Quitte à faire une piqûre de rappel de temps en temps, une fois par an, de faire une petite journée, parce que, évidemment, les vieilles habitudes reviennent vite. Vous savez, on peut avoir les meilleures solutions. Quand je fais les formations, je termine par un petit dessin humoristique que je trouvais très bien pour expliquer ça. Vous avez deux hommes préhistoriques qui tirent un chariot avec des roues carrées. Et vous avez un troisième qui arrive avec une roue ronde. Et les deux autres disent « Non, on a l'habitude de faire comme ça. » Voilà. Et ça fait beaucoup rire là, dans ce cas-là, et tout le monde se reconnaît. On a vite fait de prendre des habitudes. Alors, chez les professionnels, ce qui est bien, c'est que maintenant les habitudes, on les donne pendant le cursus, pour les jeunes professionnels. Pour les aidants familiaux, c'est plus compliqué, mais je pense que les associations d'aidants ou certains organismes pourraient organiser des formations pour les... Je sais qu'à la Masse, on avait organisé des petits après-midi pour les aidants sur certains thèmes, dont ceux des manutentions, pour les aider à s'occuper des aidés sans se faire mal, si possible. Et en tout cas, ça leur donne l'idée, après, de demander de l'aide quand ils n'y arrivent pas. Alors là, nous sommes dans le numéro 1 du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs. L'idée, c'est que les aidants ou les personnes que l'on croise nous suggèrent, en fonction de leur expérience vraiment de terrain, quels sont les thèmes, quels sont les sujets qui seraient intéressants pour eux, que l'on aille visiter, que l'on aille étudier. Qu'est-ce que vous auriez... Quelle mission vous pourriez nous confier pour un prochain numéro? Alors, moi j'ai un petit dada. C'est par exemple le positionnement au fauteuil roulant. Parce qu'il y a beaucoup de fauteuils roulants. Parce que je vois tellement de gens, quand on va dans la rue, que je me promène, ou dans les relations professionnelles, qui sont tellement mal dans leur fauteuil, parce que les fauteuils ne sont pas adaptés. Que j'aimerais que... Ça prend rien du tout. Moi je fais des petits modules de formation, ça prend une demi-heure pour savoir comment choisir le bon fauteuil et installer les personnes dedans. Il faut savoir, par exemple, que si je prends un fauteuil trop large, chaque centimètre de trop que je vais faire en largeur va diminuer pratiquement de 10% la force de la personne qu'elle va exercer sur les roues pour avancer. Vous voyez un peu. Si j'ai un fauteuil trop profond, je vais, avec le bord du fauteuil, comprimer l'arrière du genou, diminuer la circulation, avoir des problèmes de fourmis. Voilà, plein de petites choses comme ça, mais ça, avec un petit diaporama, on comprend tout de suite. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me turlupine parce que c'est tellement simple.
On ne va pas acheter un fauteuil dans une pharmacie comme on achète une boîte de petits pois. Ça demande, voilà. Et qui fait ce travail-là? Malheureusement, souvent, les gens ont une ordonnance, ils vont à la pharmacie, qui ne voient pas la personne aidée et donnent un fauteuil. Petit bonheur, la chance. Au fond du fond, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce... Alors, le processus du livre, il est arrivé un peu par hasard. J'avais fait auparavant un petit livre sur le trampoline, le mini trampoline. C'est une commande des gens, à l'époque on accueillait des stages, et quelqu'un qui faisait des stages proposait le mini trampoline comme moyen thérapeutique. Et elle a écrit des bouquins, cette personne, et son éditrice lui dit « mais donnez-moi une référence ». Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune référence sur les trampolines. Donc on m'a demandé, puisqu'elle venait chez moi, d'écrire, j'ai écrit. Et en discutant avec l'éditrice, elle me dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « formation, etc. » « Ah, mais moi j'ai ma grand-mère, ça me pose un problème, etc. » On discutait. Mais... Et puis elle me rappelle quelque temps après, mais j'ai regardé, elle me dit « il n'y a pas tellement de livres là-dessus. Il y a des livres sur les aidants, sur tous les aspects. Plein d'aspects sur les aidants, psychologiques notamment, administratifs, puisque c'est assez compliqué. Mais sur les problèmes physiques, je n'ai pas trouvé de livre. Vous devriez en écrire un. » Voilà, et comme je me suis dit, après tout, c'est mon boulot, je fais ça, je pense connaître à peu près les tenants et les aboutissants du problème des manutentions de personnes. Oui, allons-y, mais faisons-le, pas pour des professionnels, mais vraiment pour des gens qui ne sont pas professionnels et qu'il faut être le plus simple possible, le plus clair possible. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Le corps précède l'esprit. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette dialectique entre le corps et l'esprit? Alors, le corps précède l'esprit, ça me titille, mais je dirais l'inverse, moi, pratiquement. En tout cas, la relation entre les deux est évidente. Hein. C'est pour ça que les formations PRAP pour les soignants sont assez différentes des formations PRAP pour les manutentionnaires. C'est qu'il y a cette relation à deux personnes, au minimum, ou des fois trois, qui est là. Et, comme vous dites, l'esprit. Et cet esprit, quand il s'agit d'aidants familiaux, vous voyez un peu toutes les implications qu'il y a. S'il y a un conflit entre l'aidé et l'aidant, des conflits familiaux, des vieux conflits, vous imaginez ce que ça implique dans le soin, la manutention, l'aide, etc. Quand il y a un soignant, un aidant professionnel, mais qui fait ce qu'il peut pour l'aider, mais qui a à côté une famille qui peut être, il y en a, hein, un peu toxique, parce qui va critiquer, qui va trouver que c'est pas assez ou c'est trop, etc. Ça met une relation très difficile entre les deux personnes. Donc, l'esprit et le corps, c'est sûr. Et quand je parle de stress, quand j'ai parlé tout à l'heure, le lien, il est très net hein, entre l'esprit et le corps. Comment dire, on ne pourra jamais séparer les deux, c'est absolument évident. Un petit mot sur l'intimité. Oui, alors le respect de l'intimité est très très important. J'en ai pas trop parlé à ce niveau-là dans le livre, puisque c'est vraiment un chapitre, mais je sais qu'en institution on en parle énormément. Et justement sur une page Facebook, là, j'ai mis un post la semaine dernière sur le petit memento pour l'aidant et le soignant. Et dans ce memento, je donne certaines petites directives. Par exemple, on ne dit pas on dit nous, ou je, ou vous allez faire quelque chose. On ne va pas se lever. Hein, voilà. Et dans le respect de l'intimité, je mets aussi quelques chapitres. Et j'étais étonné parce que je mets quelques posts de temps en temps. D'habitude, il y a 30-40 réponses. Et sur ce memento-là, sur ces règles-là, j'ai 3600 réponses. J'étais très, très, très étonné. Il n'y a pas de dessin humoristique, il n'y a pas de... et c'est rien, c'est une page dactylographiée que je donne aux stagiaires quand je fais des formations. Et apparemment, elle a fait tilt à beaucoup de gens. Et voilà, et beaucoup de soignants m'ont dit, mais ça, on devrait l'afficher chez nous, parce que bon, on s'adresse aux personnes. Quand on fait une manutention, par exemple, moi, je n'ai toujours pas de dominé, pas de dominant. On plie les genoux pour se mettre au niveau de regard. Hein, c'est très important. On ne pousse pas un fauteuil sans
avertir que l'on va pousser le fauteuil avant, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont que les soignants trouvent très importantes à rappeler régulièrement parce qu'on rentre vite dans la routine et la routine, c'est une maltraitance au bout d'un moment. La culpabilité et souvent l'abnégation fait que les parents, souvent âgés, on l'a vu chez les gens qu'on a filmés, puis vous le savez, forcent en fait, presque comme il y a un côté christique là-dedans, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des astuces ou des techniques pour que la personne prenne goût à ces... On vous montrera tout à l'heure les manipulations, les gestes. Enfin, est-ce qu'il y a des techniques pour qu'on prenne possession de son corps et que, vous voyez, qu'on se dit, ah ben toi, tout le fait, je vais faire les trucs, c'est sympa, je sais pas. Oui, il y en a quelques-uns quand on fait des formations. Par exemple, utiliser un drap de glisse, qui est rien du tout, ça apporte un tel soulagement que c'est souvent spectaculaire auprès des gens qui le voient pour la première fois. Puisque quand on fait une formation, par exemple, on fait relever quelqu'un dans le lit. On le fait sans le drap de glisse, à l'ancienne, j'allais dire. Et on peut le faire, et même en faisant attention, on s'aperçoit que c'est difficile. Et puis après, on met le drap de glisse. Allez-y. Et très souvent, il faut que je mette un oreiller sur la tête de lit, sinon les gens ont tellement l'habitude de forcer que la tête va cogner et on a des bosses. Alors heureusement, on travaille entre nous, mais quand même, il y a des bosses. Donc, c'est par la démonstration qu'on arrive à faire comprendre le bien que peut apporter une technique ou une aide technique particulière. Est-ce que, comme dans l'archéologie par exemple, est-ce qu'on peut dire que vous êtes inventeur d'un geste? Est-ce que dans le livre, par exemple, vous avez inventé une manipulation? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les formations PRAP que j'ai reçues, qui sont notamment initiées par l'INRS sur l'Institut national des risques de la santé et notamment au travail, là, dans ce cas-là. Ils ont des chercheurs, ils ont beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec un ergonome aussi qui avait fait ses études au Canada, qui travaille au Canada, et ils sont très en avance au Canada par rapport en France là-dessus. Donc ils m'ont apporté énormément. Tout ce que j'ai pu faire, c'est des adaptations. Justement, pour ne pas rentrer dans le schéma, on doit faire les choses comme ça et pas autrement. On s'adapte toujours, on a les principes et on s'adapte. Au Canada, par exemple, cet enseignant me disait « soulever quelqu'un dans un hôpital, etc., c'est une faute professionnelle. » D'emblée. Ou la personne peut le faire seule, si elle ne peut pas, on a les moyens techniques, le drap de glisse, la planche, le déambulateur, le lève-personne, voilà. Mais on ne soulève pas quelqu'un, c'est une faute. Maintenant, c'est difficile à faire rentrer encore dans les esprits ici, mais il y a encore quelques années, c'est tout le monde soulevait les patients à l'hôpital, à la main, en se faisant mal. Hein, mais c'est difficile. Même à la masse, par exemple, où je travaillais, où il y avait beaucoup de matériel, l'habitude a été difficile à mettre en place de dire non, on ne soulève pas. Ah oui, mais il est léger. Non, il n'est pas léger. Il est léger, il pèse 45 kg. 45 kg, regardez, quand vous avez le dos plié, ça vous fait 550, 580 kg de pression sur votre disque lombaire. Ah oui, mais ça, voilà. Il faut le visualiser dans des petites vidéos, comment fonctionne le disque pour s'apercevoir que, ah oui, si je soulève 500 kg, bon, alors je vais le faire une fois, deux fois, et puis au bout de 30 fois, et bien, le disque il va lâcher. Et là, c'est trop tard, le disque a lâché. Est-ce que, selon vous, il y a un âge minimum et un âge maximal pour, au fond, se procurer votre bouquin? Parce qu'on nous a parlé, quoi. C'est-à-dire, apparemment, plutôt pour les jeunes et les anciens. Oui, non. Alors, d'abord, j'ai vu récemment une association, je ne me souviens plus laquelle, qui parle des jeunes aidants. Très intéressant aussi, voilà, comme concept. Et j'allais dire, plus les gens sont jeunes, à la limite, mieux c'est, puisque c'est de la prévention. On a très souvent, le défaut de vouloir faire de la formation aux gens quand ils ont déjà mal, que je dis. Et partout j'ai entendu ça, on a du personnel qui s'est fait mal au dos, faites-leur à eux spécifiquement. Je dis pratiquement c'est trop tard pour eux. Bon, c'est pas vrai, je fais exprès d'exagérer. Parce que déjà, s'ils ont mal, la hernie, elle est déjà là, voilà.
c'est avant qu'il faut le faire. La prévention, c'est avant les symptômes. Donc, plus on est jeune, mieux c'est. Et en plus on est jeune, plus on prend les bonnes habitudes rapidement et on peut les garder. C'est très difficile de faire changer ses habitudes quand on a un certain âge, et j'en suis.